Bonsoir. Merci de me retrouver sur ma tribune, une tribune ouverte sur le monde qui nous appartient tous. Je vais parler de mon ressenti sur la marche du monde, la marche du Cameroun. Et vous savez que le Cameroun, c'est le continent. Donc la situation politique sur place m'interpelle. Je me décris comme un acteur politique et je n'attends pas que quelqu'un décrive qui je suis. Je n'ai pas la prétention de savoir plus qu'un autre, mais personne n'a le monopole de la connaissance et surtout de la maîtrise du destin d'un pays. Voilà. Je n'ai aucune pression à m'exprimer ce soir particulièrement. Je n'ai jamais eu d'ailleurs. J'aurais pu être même en colère. Je ne suis pas en colère. Vous savez, quand vous avez des machins, des trucs, des gens, des petits esprits que vous avez aidés par le passé qui profitent de leur toile pour vous dénigrer, insulter ou salir, alors qu'il y a des lois sur la diffamation et le harcèlement, surtout ici en Europe. D'ailleurs, mes avocats sont en train d'étudier ces pistes-là pour vraiment que des gens qui sont déséquilibrés de la cervelle tout le temps se mettent à... Mais ça commence à pousser le bouchon. Mais au-delà de ça, moi je voulais quand même qu'on parle de ce pays qui est le nôtre. Et je profite pour dire encore à la grande famille des Cananisais tout mon respect. Je m'incline. Et je ne vais pas revenir sur les détails. Vous savez, quand on a déjà rendu un hommage, il est définitif. Et les gens, aujourd'hui, nous reprochent même déjà de rendre hommage. Vous voyez comment la politique est mal interprétée chez nous. Tout est devenu politique. Vous perdez un aîné avec qui vous partagiez des moments de vie. On peut juste rendre hommage à ces moments de vie. Les choix politiques, les actions, et tout ça, évidemment, c'est autre chose. Il n'y a pas de récupération à dire qu'on a aimé un grand frère qui est parti dans des conditions difficiles qu'on sait. Ces conditions d'une extrême souffrance pour lui et pour sa famille. Donc, mais vous n'allez pas me dire, moi j'ai connu le grand frère Nissé Kane, qui est d'ailleurs revenu me chercher, qui est venu me chercher un jour, et parce qu'ils avaient le congrès du Manidem. Il faut savoir que j'étais le premier journaliste de la radio ouverte par Tom Yoms. Nous sommes dans les années 2000, là. Ça fait un quart de siècle, pour les plus jeunes. Là. Vous voyez que, voilà, on était déjà dans le game. Et je faisais le journal et je faisais l'animation, bref, j'animais l'antenne avec une frangine et tout, on était deux, mais j'étais la première voix, l'homme. Et puis j'ai fait un commentaire pour dire que Ekane Anissé, que le Manidem est un parti de centre-gauche, je pense, ou d'extrême-gauche, non pas extrême ou centre-gauche. Et Ekane il a écouté, il a envoyé quelqu'un me chercher à la radio. Ouais, nous sommes en 2000 ou 2001, pour ceux qui ont la mémoire fraîche. Donc quand vous avez partagé des moments de vie, et entre-temps, nous sommes en 1990, j'ai eu le bonheur d'être un enfant béni. Béni pourquoi ? À la différence de certains qui découvrent Internet et TikTok aujourd'hui et deviennent opposants parce qu'ils ont traversé le désert,
Moi, j'ai connu la traversée du désert depuis ma tendre enfance. C'est-à-dire des successions, on dit un succès d'années de combats. J'ai tellement été combattu dans ma vie et ça m'a poussé naturellement vers les autres, vers l'empathie, vers les combats. Les combats politiques, c'est pas sur TikTok là aujourd'hui ou Facebook où vous insultez les gens, non. C'était la curiosité d'aller vers les grands. Et moi, ma petite vie me rend fier parce que c'est comme si Dieu me donne un rôle important à jouer dans ce pays d'Ama. Pour ne pas dire aujourd'hui. J'ai joué un rôle important. Donc, en 90, moi je suis un jeune garçon de Bonapriso. Je suis à Bonapriso, à la Cité des Douanes, tout le monde sait, les appartements Sopo, Priso. C'est là que j'ai grandi. Et il y a ce mouvement des villes mortes. Il y a ce mouvement de villes mortes. Et cette année, particulièrement, j'ai perdu 2 grands frères, pour ne pas dire 2 pères. Et c'est pas possible juste de passer comme ça. Vous savez, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, on dit ah, c'était un homme bien. Non, il faut parfois retracer les tranches de vie qu'on a eues avec des personnes. Des tranches de vie. Ça empêche que les imposteurs qui étaient dans leur village et tournent là-bas dans la broussaille ne viennent pas jouer les petits donneurs de leçons aujourd'hui alors qu'ils sont des analphabètes, incultes et villageois. Les gens ne vont pas parler à notre place. Les gens ne doivent pas raconter votre histoire à votre place. C'est pas possible. Je suis un garçon de Bonapriso. Et les villes mortes commencent en 90. J'ai 15 ans. 14-15 ans. Et déjà, je suis dans l'optique, puisque je suis orphelin. Je suis rejeté même dans ma propre famille. Dès 9 ans, je suis l'enfant qu'on ne veut pas voir. Je suis l'enfant qui avait tout, un statut social. Ma mère était une intellectuelle de haut vol, enseignante, on vivait en France. Elle est décédée à la Quintini de suite d'accouchement difficile. Donc on se retrouve au Cameroun abandonné à nous-mêmes. Même les gens qui faisaient le ménage chez nous commencent à nous dire de faire le ménage chez eux. On était un peu refoulés de partout. Mais ça, c'est une histoire personnelle. Maintenant, je suis quand même, je m'accroche à la vie, je suis à Bonapriso. Et quand les villes mortes commencent, moi, je suis là, donc je suis à Agua, j'écoute la radio, voilà. Et le messager, parce que, voilà, on avait le messager tous les week-ends. Enfin, je sais pas, c'était une fois par semaine. Hein. Le messager, c'était une fois par semaine. Et puis tous les journaux, moi j'ai eu la chance de beaucoup lire. Il faut lire. Les jeunes, il y a TikTok, il y a tout ce qu'il y a YouTube aujourd'hui, mais les livres, c'est pour ça que je suis devenu écrivain d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Alors, dans les années 90, Douala commence à bouillir. Les cartons rouges, voilà. Et déjà, en 87, j'écoute à la radio. Parce que je dormais avec la radio. J'étais journaliste déjà. Journalistant. J'écoutais, j'imitais, RFIO, tout ça là, France Inter, je lisais Le Monde diplomatique. J'avais tous les journaux. Et la radio, c'était... On avait la vidéo, téléphone, la télévision, donc il y avait des vidéos pour ceux qui... Je regardais les concerts de Tina Turner, on était un peu de la haute, quoi, on était un peu civilisés. Mais ce qui me marque, c'est qu'en 87 déjà, j'écoute le journal et j'entends parler de Cap Liberté. Bon, Dieu Kam Tchameni. Non, Cap Liberté n'était pas né, pardon. J'entends parler de Ramsès. Excusez-moi, ça fait quand même 35 ans, 38 ans d'ailleurs. J'écoute à la radio en 87 qui est un Camerounais, qui est le premier Africain à avoir monté un ordinateur. Vous savez comment je suis fou de technologie. Et c'est Dieu Kam Tchameni. Et l'ordinateur s'appelle Ramsès. S'il est vivant encore, Dieu Kam Tchameni, je pense que vraiment, salut grand frère.
Demain, quand tu partiras, je ne l'espère pas très tôt, et que je ferai un commentaire, on dira c'est une récupération politique. Non, c'est la réalité. Plus je suis venu, plus tard, on s'est vu, j'étais fier de savoir qu'un Camerounais a créé un ordinateur. C'était Njokam Djamé, et sa société s'appelait Intelligence Artificielle. Je sais, si vous êtes au courant, dites-moi un peu pour que je ne dise pas je sais qu'il y a des gens qui vont couper un petit extrait pour envoyer là-bas et faire ceci pour gagner leur argent sur nos noms. Alors, c'était ça ma rencontre avec déjà Njokam Djamé. Je suis tombé fan. Un ordinateur, et c'était Ramsès. Vous savez ce que représente Ramsès pour l'Égypte. Ça, c'est juste un live de causerie, hein. C'est pas un live politique, de haine, Non. Je suis un mec apaisé. À l'heure où je suis, au stade que j'ai atteint, on est Mouraouaou. Je n'attends rien de ce pays. J'ai déjà fait ma vie. Je n'attends rien de personne. Je ne suis pas courtisan. Les gens interprètent souvent mal mes positions juste parce que j'ai dit que je ne veux pas la guerre. Je sais pourquoi je dis que je ne veux pas la guerre. Je ne veux pas voir d'autres millions d'orphelins comme moi, si on peut encore. Et je sais que nous avons atteint cette phase critique d'un pays qui doit se repenser, se recréer, renaître. C'est pour ça que vous voyez toutes ces dissonances, ces problèmes-là, la transition. Paul Biya fait 43 ans et je ne sais pas combien il va faire, 7 ans, encore peut-être 50 ans, mais ou un peu moins. Mais en tout cas, nous sommes déjà dans la transition politique. Et c'est une situation extrêmement compliquée. À maintenant, tous les experts, même le président Biya, je sais qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire en ce moment. Personne ne sait ce qu'il faut faire pour le Cameroun. Il y a le destin, il y a Dieu, il y a les forces supérieures, il y a nos ancêtres, il y a notre intelligence aussi que nous devons mettre à contribution pour sauver le pays. Bon, donc, 90. Les villes mortes commencent. Et je rentais encore à la télé, Njokam Djamé, Cap Liberté. Je dis, mais ça c'est... Et je me suis mis à marcher dans tout Akwa pour chercher ces gens. J'ai 15 ans. Et c'est là où je croise le président Anissé Kane. Je ne suis rien. Je suis parmi les jeunes. J'assistais à une ou deux réunions. Je voyais comment... Voilà, j'étais fasciné par ces gens qui défiaient l'ordre de Yaoundé, qui voulaient les villes mortes, qui voulaient la conférence nationale, non, la démocratie intégrale. D'ailleurs, je reviens maintenant, j'ai des collègues ici ou camarades, j'espère qu'il y en a encore qui sont vivants. Vous savez, moi, la chance que j'ai eue, ou pas la chance, c'est que partout où je suis passé, j'ai souvent été le plus jeune élève. Tous ceux qui sont mes camarades aujourd'hui, j'ai eu des camarades qui ont 65 ans aujourd'hui, qui ont 60 ans, qui avaient 10 ans de plus que moi. Donc, mon professeur en 4e, au cours secondaire moderne de Bali, s'appelle Gustave Essaka. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et qui est Gustave Essaka? Et en 4e, nous sommes dans les années 87, hein, 8, c'est ça que je vous dis. Parce que moi, j'ai mon BPC en 90. Voilà. Donc, mon professeur d'allemand s'appelle Gustave Essaka. Vous voyez comment la vie de quelqu'un est programmatique. Où tout n'est que programmation. Je pars de Bonapriso pour Bali et j'ai eu de très bons professeurs. Mais mon professeur, celui qui m'a marqué, s'appelle Gustave Essaka. Que ceux qui l'ont connu fassent au moins un petit témoignage. Et qui est Gustave Essaka?
C'est un génie camerounais absolu. Il a 3 doctorats en Allemagne. Sa fille est en Allemagne en ce moment. Elle était dans l'armée de l'air, dans la Luftwaffe, tout ça, truc. J'espère qu'elle est encore vivante. Mais Gustave Essaka faisait partie des jeunes qui ont fui le Cameroun dans les cales de bateaux parce que Ahidjo avait décidé de tuer, de torturer, enfin les mots sont peut-être forts, mais d'arrêter tous les dissidents, tous les jeunes intellos. C'était cette époque des années 70, c'est ce qu'il nous dit. Alors Gustave Essaka rentre au Cameroun et il commence à donner des petits cours d'allemand dans les collèges. Il venait parfois en babouche, avec ses grosses lunettes, d'une intelligence. Et quand moi j'allais toujours rester au fond, parce que l'allemand, bon, tous ces trucs-là me fatiguaient un peu le cerveau. Gustave Essaka me disait, Abisso Yawana. Il me mettait toujours à côté d'une fille qui s'appelait Queen Moussa. Donc j'étais assis à côté d'une fille, très belle fille, qui s'appelait Queen Moussa. Queen Moussa. Moi je croyais qu'elle était pas Moussa. Elle était pas. Moussa, ça veut dire les crevettes, je pense, ou les gambas. Donc j'étais assis à côté de Queen Moussa et Bissot. Et Gustave Essaka m'a donné l'envie de la rhétorique, les amis. C'était du très haut niveau. Il nous a aiguisés politiquement. Et c'est parce qu'on ne garde rien au Cameroun, même dans les collèges, les lycées, les archives. J'étais premier, hein. C'est pas important, vous n'aimez pas ça. Mais bon, Gustave Essaka avait écrit sur ma feuille que tu seras président de la République. Tu feras de la politique. Bref. Parce que chaque fois qu'on me posait une question, surtout en Allemagne, en allemand, je voulais toujours argumenter un peu plus. Bon, bref. Donc, je croise donc Ekananissé, toutes ces bandes-là, Maître Yondo Black, oh là là là. Pius Njawé. Et jeunesse, j'espère que vous allez avoir notre chance, enfin ma chance. Vous voyez, moi à 12-13 ans, j'étais déjà avec tout le Gotha qui allait faire le Cameroun politique des 20 prochaines ou 30 prochaines années. Et me voici avec eux aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle un parcours politique. Donc, Gustave Essaka, je portais ses sacs. On se moquait de lui parce qu'il s'en foutait. Il venait en babouche, il fumait sa petite clopette, mais dès qu'il entrait, il mettait au tableau, allez, taisez-vous. Schuldigung, ou je sais pas, taisez-vous, je ne sais plus comment ça va. Et l'anecdote que Gustave Essaka nous raconte d'ailleurs, c'est que quand il arrive en Allemagne, fraîchement, parce qu'il nous apprenait les subtilités de la langue, la stylistique, hein, mais surtout allemand, accusatif, nominatif, génitif, datif, hein, voilà, ces choses, les déclinations. Et non, quand on sortait de là, on discutait avec des gens qui revenaient d'Allemagne. Gustave Essaka. Adete, Nassau Tita. Alors, donc, Gustave Essaka nous explique donc que son premier cours d'allemand dans une classe allemande à l'université, on lui demande, mais il sort d'où, qu'il décrive un peu d'où il vient, donc de Douala. Il dit que chez lui, il y a beaucoup d'Erist, Phil, Affen. Et toute la salle, tous les Blancs, tous les Allemands se mettent à rire. Affen, il voulait dire que chez lui, il y a le port, un très gros Affen. Voilà, un grand port, le port de Douala. Mais en allemand,
Un petit mot peut changer la phrase. Donc, il disait Afen et Afen. Afen, ça doit être les singes. Donc, lui, il disait donc qu'il vient de là où il y a des très gros singes. Ah, vous imaginez comment les Blancs, les Allemands, avec un peu de racisme et tout ça, la salle, les gens se sont moqués de lui pendant. Donc, il nous disait de faire attention. Donc, bref. Et Gustave Essaka crée plus tard ce qu'on appelle la DIC, la démocratie intégrale du Cameroun. Bon, ça, c'est autre chose. Vous voyez? Et je retrouve Gustave Essaka, quelques années devant. Nous sommes déjà en 90-11. Les villes mortes battent leur plein. Et puis, je me régale du messager. On lit en cachette. On a même interdit le messager à un moment. Et puis, je tombe sur... Et voilà, la Pyro de Mbanga. Il y a eu un épisode où on a brûlé la Citabac. Parce que ça, c'est pour les jeunes, ça. Je n'ai pas la mémoire. Ouais, c'est un enfant qui parle, hein, de 14 ans. Donc, je ne peux plus avoir... Mais je sais qu'il y avait à Aqua... Les villes mortes chauffaient tellement, la Pyro de Mbanga avait une décapotable, une Jeep, comme un Américain, avec des culottes Jeep. Et je pense qu'on a brûlé sa voiture, on a brûlé comment tu dis, la Citabac. Il faut même partager, c'est ça la mémoire. Donc, ceux qui demandent qui je suis souvent, c'est ça mon engagement politique. Et je rentrais des classes quand on a brûlé l'immeuble de la Citabac, de mon tonton James Onobiono. Je pense qu'il est témoin, il est vivant. Je ne sais pas pourquoi on avait brûlé l'immeuble de la Citabac. Je rentrais des cours et on a brûlé la voiture de la Pyro. Je ne comprenais pas cet emballement. Bon. Et puis ces années-là sont... voilà. Je suis allé, au plateau Jos, parce qu'il y avait eu le procès. Je pense qu'on a arrêté Henriette Tekoué, Anissé Kane, le bâtonnier Yondo Black. Et vous savez, Yondo Black, avant de mourir, m'appelait. Il m'avait même demandé l'amitié sur Facebook. J'ai accepté, mais j'ai cru que c'est un faux profit. Il m'a fait un long message. Il me dit non, fiston, tu es une lumière, je te suis depuis des années. Je dis non, c'est moi qui te suis, tonton. Et je pense que son compte est encore opérationnel. Donc, je ne sais pas si ses enfants ont récupéré. Donc, il y a ce procès au plateau Jos. Nous sommes déjà en 91, hein, avec Célestin Monga. Donc, je suis tellement actif, je porte les journaux, les messagers, parce que c'était interdit. Je pense qu'on les vendait comme ça. Il y avait les cartons rouges, c'était 500 et tout, je ne sais plus, 2000. Bref, moi j'avais les messagers, je vendais les messagers. J'avais pris un paquet, voilà. Nous étions dans ces... Et lors du procès de Célestin Monga à Bonadjo, il y avait au minimum 2 millions de personnes à Douala. Peut-être je grossis les faits, mais je vais quand même vous rassurer que tout Douala était sorti pratiquement. C'était les premiers affrontements avec la police, on vous jette l'eau, on déchire les tenues. Les jeunes, vous n'avez peut-être pas connu ça, vous êtes des opposants tiktokiens, c'est ça? Vous êtes des révolutionnaires de TikTok, hein? Alors, il faut donc savoir que nous, on a eu la chance de vivre cette époque-là. Et j'étais le leader des jeunes, des collégiens. La police me prend, on nous pousse là-bas, on nous verse, on dit allez. On devait pas être, non, on devait être en classe. Mais c'était magique. Je ne sais pas comment les mots d'ordre se passaient. Je ne sais pas comment, il n'y avait pas de téléphone. Je ne sais pas comment on faisait pour la mobilisation. Encore qu'il n'y avait que la CRTV. Donc, je ne sais pas comment on pouvait avoir autant de coordination. Donc, voilà les périodes qui m'ont marqué. Et puis, il y a John Frondi. Alors là, si j'avais encore des doutes de l'engagement politique, citoyen, donc toute ma jeunesse, c'était une jeunesse de combat. Ah, moi, je ne dormais pas. Non, on ne dormait pas. C'était ça.
C'est pour ça que c'est les grands leaders qui créent des vocations aussi ou qui accélèrent les vocations. Quand j'ai vu Frondi venir à Douala, nous sommes allés l'attendre. On a couru parce qu'il est venu du sud-ouest, il venait de Limbe ou je ne sais pas où là-bas, ou de Bamenda, on l'avait bloqué à Loum. Non, il venait de l'ouest en tout cas. Mais on avait bloqué son cortège à Loum, Penja, et il reculait à chaque fois. Enfin, l'armée reculait. Et je ne sais pas qui nous donnait ces informations. On attendait Frondi comme un messie. Dès qu'on dit Frondi a dépassé Loum, wow. Dès qu'on dit Frondi est déjà en Kapa, wow, Frondi. Nous sommes allés attendre Frondi au stade Omnisport. C'était son premier meeting. Parce qu'on avait reconnu son parti politique. Et pour vous dire, Frondi est un déçu du RDPC. Par son âme, Frondi est un ancien baron de l'UNC. C'est eux qui mettent même de l'argent pour le congrès de Bamenda. Et apparemment, il avait été battu par Achidi Achou, son cousin. Et cette frustration-là a amené Frondi à sortir du RDPC, à se détacher, à lancer avec le grand frère de Akere Mouna. Je pense Tandem Ben Mouna, qui était professeur de médecine ou médecin, qui a la clinique à Bonanjola, à côté de Ibis. C'était nos tontons. Donc, j'ai passé une journée entière, gamin que j'étais, à petite culotte, à attendre Frondi. Et quand Frondi arrive, power to the people. Oh là là, c'était extraordinaire. Voilà un peu des petits parcours de vie. Je ne donne pas de leçons, hein, je vous dis juste. On aurait pu perdre la vie d'ailleurs parce que c'était violent, je vous ai parlé des détails. L'armée ripostait, on arrêtait, on torturait, on tuait, on fouettait. Donc, nous avons connu tout ça. Et quand je finis l'université et que je commence à travailler à la radio, non, déjà je travaillais déjà à la radio, les petites piges à la CRTV dès 1992. Vous voyez? Donc, cette histoire politique, 92 était une année très difficile où il y avait l'élection présidentielle. Je pense que Frondi a battu Biya ou Biya a battu Frondi de quelques voix. Voilà. Frondi a été appelé aux États-Unis pour calmer un peu la tension. Il a été reçu à la Maison-Blanche, je ne sais pas comment, les accords et tout ça. Et la photo de Frondi dans Jeune Afrique à la Maison-Blanche, c'était même quel président? C'était George Bush, père, je ne connais même pas. Je ne sais plus. Mais là, si Ativi a dit que non, Frondi n'a pas vu. Non, Frondi avait bien été reçu à la Maison-Blanche, je pense qu'il fallait. Vous savez, je vous raconte tout ça pour que vous compreniez que le Cameroun ne nous appartient pas totalement. Il y a des puissances qui interfèrent, qui gèrent le Cameroun. Puisque Frondi a été bloqué en Tarakon, chez lui, pendant, je pense, 3 mois, et il y a eu une médiation. Le RDPC, Grégoire Ona allait tout le temps là-bas pour essayer, je ne sais pas ce qu'il s'était dit, nous on suivait. Mais moi j'étais déjà à la radio, nous étions les petits jeunes de la radio avec les Sergio Pout. Donc, moi j'avais pas un grand rôle à la CRTV à l'époque, on faisait juste des animations, des petits, voilà, des cours, des petits trucs. Et quand on me donnait 5 minutes d'antenne, paf, je mettais un éditorial. On m'a suspendu 2 ou 3 fois, 4 fois. Parce que je disais, à la CRTV à l'époque, prononcer même le nom de Frondi. Donc moi, on me mettait d'abord dehors. Donc j'ai payé l'exclusion pendant longtemps déjà.
Mais j'ai encadré beaucoup de jeunes qui sont arrivés après nous, les Cyril Boutico, mon frère et ami, et pas mal, tous ceux qui me disent jamais merci. Voilà. Donc, mais j'étais déjà là, 92. Et après, les émissions de jeunes, tout ça. Bon, quand je viens maintenant avec la radio RTM, la première radio du littoral, dont je suis la première voix privée, et que je commence à vraiment faire ce qu'on appelle l'éditorial politique, à côté de la musique, on est des jeunes, on a la vingtaine. Et puis donc, comme je vous expliquais, quand je fais le flash d'information, parce que Tom Young, c'est Dinali, hein, il voulait une radio à la française. La radio, il voulait une radio comme Radio Génération, donc la radio des jeunes en France. Et je suis celui qui incarnait la voix, le style. Voilà, j'avais déjà ma voiture, j'étais l'icône de Douala. Tous les jeunes, les jeunes frères comme Calibri, Calibro venaient nous laver la voiture, venaient nous saluer, venaient... Ouais, je recevais déjà des Manu Dibango. Parce qu'il y a... Je tiens d'ailleurs à préciser. Vous savez, les gens parlent. J'ai suivi l'autre petit drogué là qui disait que oh, Bona, comme si Richard Bona. Non, Richard Bona, c'est mon frère. Quand vous avez partagé plus d'un repas, on peut ne plus s'entendre pour des dissensions, je ne sais pas, politiques. Je ne vois même pas où il y a le problème. Mais Richard Bona ne peut jamais dire un mot déplacé contre moi. Jamais. Parce qu'on a respecté, on a partagé une intimité. Là, c'est ça la fraternité. Quand quelqu'un vous insulte et il dit qu'il vous connaît, c'est qu'il ne vous connaît pas. Parce que quand Richard Bona sort son album en 99, New Bell, c'est une sensation mondiale. Je suis là parce que Tom Young et, comment vous l'appelez, Richard Bona sont tous des gars de Digombari, là, c'est des cousins, si vous voulez, des frères d'ailleurs. Ils s'aimaient beaucoup. Et Tom Young aimait la justesse de la voix. Et moi, je suis venu à Paris à la FNAC. J'ai acheté, je ne sais plus pour combien de francs, mais j'avais acheté près d'une trentaine de CD de Richard Bona. C'est moi qui envoie les CD de Bona dans les radios. Je n'avais pas, il ne m'avait pas demandé. Et je disais à tout le monde, ça c'est un génie. Ça c'est le génie absolu. Nous sommes en 1999. Je ne sais pas, parce que sur TikTok ou Facebook, tout le monde, Bona dit, comme si Bona est mon père ou Bona. Non, 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 si quelqu'un est redevable, c'est peut-être lui qui m'est redevable. D'accord? Donc, j'aimais ce travail-là. Vous imaginez un monsieur comme Bona, premier album, Pambam, Justesse Mbana, Tikinde, Beboa, Newbel, tout ça, là, je dis, c'est pas possible. Tiki. Et j'envoyais le CD, les gars me jetaient, ça dit, non, on ne joue pas la musique comme ça ici. Au Cameroun, hein. Oh, dis donc, ça va marcher nulle part. Il n'a même pas un vrai doigt là. C'est Bona lui-même qui me l'avait dit après, même à Paris. Les petits artistes jaloux là disaient qu'il n'est pas un doigt, il ne chante pas le doigt là, vrai. Non, non. La jalousie, quoi. Donc, c'est comme ça que quand je reviens à la radio, dont je fais le journal, j'étais chargé du journal, on faisait des petits journaux, je présente le congrès du Manidem. Et je dis que c'est un parti de centre-gauche. Et Kane Anissé qui écoute, envoie directement quelqu'un me chercher à la radio. Que non, le président Kane Anissé. Je dis, moi, Kane Anissé veut me voir, je suis qui? Il me dit, non, il te suit, viens. C'est comme ça qu'on arrive là, au siège. Il habitait là à l'époque, hein, je pense, c'est le siège du parti, non? Juste à la montée là. Dès que j'arrive et qu'Ananissé m'embrasse, il me dit, assieds-toi là. Vous savez, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai un destin de grand. Parce que toute ma vie, je l'ai toujours rêvé en grand. Je n'ai pas joué aux billes.
Je joue au golf, comme je dis aux gens. Je n'étais rien, mais justement, je ne voulais pas rester rien. Moi, mes rêves étaient... Tous ceux qui me connaissent vont vous dire que moi, mes rêves étaient de commander Paris, de commander New York, de commander le monde, de diriger le Cameroun. Donc, quand Ekana Nissé me voit, il dit, mais dis donc, Amadou, c'est toi l'enfant ici qui... D'ailleurs, ta culture politique, je te suis, mais comment tu sais qu'on est du centre-gauche? Qui t'a appris la politique? C'est comme ça qu'Ekana Nissé, depuis ce jour-là. Et en partant, j'ouvre l'enveloppe qu'il me donne. Je ne sais plus combien c'était, mais c'était un 30 colo comme ça là. Pour rien. Donc c'est une amitié, vous voyez, nous sommes en 2001. Ça fait déjà 25 ans, non? Voilà. Et quand vous perdez un grand comme ça, en dehors des affaires politiques, vous devez quand même être reconnaissant, non? Et avec Ekana Nissé, donc, il veut que j'entre au Manidem, mais bon, moi, c'est pas trop mon truc, là. L'UPC. Vous voyez mon écharpe derrière de... Bon, c'est mystique, ça, n'est-ce pas? Je suis le sang du Cameroun, hein. On va revenir là-dessus. J'ai perdu... je suis une des victimes de ce pays, globalement. Mes parents, les gens ont payé chez moi. Chez nous, on a payé, hein. Donc, je ne suis pas un imposteur. On a payé. Et ce n'est pas fini. Alors, donc, c'est comme ça qu'avec Ekane, je découvre autre chose que la politique. Parce qu'à un moment, on discute tellement, il est épaté par ma culture. Moi, je lui dis qu'ils sont un peu trop, il est radical. C'est Ekane Nissé qui m'amène chez le docteur. Il y avait un docteur qui avait une femme blanche, russe. C'est peut-être le docteur Makit. Makit qui avait aussi un bureau pas loin. Le bureau de Makit était toujours à Bonadibon. Il faut savoir qu'à Douala, le quartier des Kananissé là de Bonadibon là, Mebengo a grandi là. Tous les gars ont vécu là. Je ne sais pas pourquoi tout Douala habitait principalement là. À Tanganji, c'est son quartier. Oui, Mebengo, je pense le ministre de la Défense aussi, l'actuel. Il y a beaucoup, toutes les élites, tous ces gars qui sont allés à Yaoundé, qui sont au gouvernement, il y a au moins 10 qui ont habité le quartier là. C'est le quartier de Baomla, vers le marché Congo là-bas. Gilbert Blaise Baomla, c'est là où il est né. C'est sa maison. Sa maison est au marché Congo là, à Makéa. Donc bref. Mais vous voyez donc au contact des grands frères comme ça, tu grandissais vite. Et puis, j'ai oublié l'épisode avec Ndjawe, Pius, le patron. Vous savez, Pius Ndjawe, c'était un génie. D'ailleurs, je vous rappelle que sur Equinox, je suis parti de RTM pour Equinox. Gros transfert à l'époque. J'ai signé le plus gros contrat médiatique. Vous avez suivi avec mon frère Moukouri quand la dernière fois. On m'a enlevé d'une radio pour aller sur Equinox. C'était comme un transfert de Ronaldinho. Avec Perdien, prime d'installation. Non, mais et j'ai été nommé régisseur général, donc directeur d'antenne. Par Théophile Bouamou et Tchonke. Donc je pars de là pour aller à Equinox où je suis patron. Vous voyez, j'ai toujours été patron. Ça, c'est un autre détail qu'il faudra cocher quelque part, pour ceux qui s'aventurent. Donc, Equinox encore, je prends trop de volume. Je reçois tout le monde, tout le gotha politique. Parce que je fais une émission qui s'appelle le 14-16. Je donne la tribune aux auditeurs. On parle des problèmes de la cité. Je reçois le délégué Donnet, je reçois les ministres, je reçois tout ce que Douala compte comme savant et le Cameroun à l'époque. Vous voyez? Donc c'est important de revenir un peu sur
là, je vous épargne des détails. J'ai déjà ma boîte de production, hein, de communication. C'est-à-dire que depuis 1992, 95, 16, il y a World Show Business. Yoho, ceux qui ont connu Douala à l'époque, c'était la plus grande boîte d'organisation de spectacles. Ça, c'est une autre partie de moi. Mais j'étais directeur de la communication. Peut-être pas avec un grand pouvoir, mais c'est moi. J'étais avec les Folies d'Iran, les Léonard Chapelain, c'est eux qui présentaient les grands spectacles. Et moi, j'étais là, l'homme qui passait à la radio, annonçait. Je suis allé chercher les Kofi Olomide, j'ai fait Manu Dibango, j'ai fait tout ce qu'il y a de plus grand, Estra Musica, Enowenge Musica, tout ce qu'il y a de costaud au Cameroun. Grâce Deka, Ben Deka, Petit P, tous ces gens-là. Ça, c'était ma jeunesse aussi. Mais j'étais là dans l'organisation. Mais ce que je voulais vous dire, non, j'en parle là, c'est pas... alors, avant la radio RTM, il faut savoir que la première radio en réalité devait être celle de Ndjaoui. La radio de Ndjaoui s'appelait FM Liberté. Il avait mené des bureaux à Bonabéry là-bas. Il nous avait déjà même recrutés. On devait lancer. Ndjaoui était déjà là en prison, hein, donc voilà. C'est lui qui avait... Parce que la loi de la libération audiovisuelle, c'était en 99. Je suis l'organisateur de la marche pour la libération de l'audiovisuel. Ce jour-là, il a plu sur nous parce qu'on a marché toute la nuit quand on a promulgué la loi à minuit. Et qui était ministre de la Communication, c'était Jacques Pham Ndongo. C'était 99 ou 98. Je n'ai pas ceux qui ont la mémoire là. Maman, ne m'en tenez pas rigueur, c'est moi qui parle. Je mens pas, donc c'est vrai. Et j'ai marché avec un gars qui s'appelait Patrick Goldman. C'était le petit frère du commandant de brigade de Douala, le commandant Meka. Un tonton qui faroutait beaucoup, qui nous aimait beaucoup. Je le cherche depuis. C'était un mec très chic et il nous disait de ne pas avoir peur. C'était un gendarme qui nous protégeait. Gabriel, Excellence, avec tout ça, il se dit que vous êtes fini. Moi, c'est pas grave. Mais on finit toujours, non? Hein? Que celui qui a dit ça, lui, ne reste pas finir. Hein? Il faut savoir que quand on a une ascendance comme ça, après on retombe. Hein? Ça, c'est logique. Mais je n'ai que 50 ans. Hein? Il ne faut pas dire des choses comme ça quand on se respecte. Bon, si quelqu'un l'a dit, laissez qu'il le dise. Vraiment, ce n'est pas un problème. C'est pas important. On est quoi même? On est quoi? Mais l'homme que vous dites qu'il est fini là, il est conseiller d'au moins 3-4 chefs d'État. J'ai fondé avec quelques frères, je suis le président du Conseil panafricain des médias que nous avons créé quand je suis rentré de France. Après ma thèse ici, après mes études, je suis rentré au Cameroun. Et j'ai un cabinet qui marche depuis plus de 25 ans, 20 ans. D'accord? Mais je suis fini vraiment. Tu as raison, Gabi. Quand j'étais, c'est que le farotage que je vous lance là, tu as raison, je suis fini. Alors, l'essentiel, retenez, allons à l'essentiel. Donc, Pius Ndjaoui est le premier à créer la radio. Donc, quand on libéralise l'audiovisuel, parce qu'à la CRTV, on était menacé. Un petit mot, on vous met dehors. Un ceci, et moi, j'avais toujours, on me rappelait toujours, parce que j'avais quand même la voix, le talent. Personne ne savait que c'était moi. La voix. D'ailleurs, Tom Youngs m'a pris parce qu'il dit, personne n'a ma voix. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qu'elle avait, la voix. Mais Tom Youngs, c'était un baron du studio. Quand il vous dit que ce genre de voix, c'est des voix uniques, voilà. Pas son âme. Donc, j'avais une voix radiophonique, vous savez, sans forcer, hein. Je n'utilisais pas, je n'étais pas dans vos trucs là, c'est ma voix. Alors, donc,
Jaoué nous prend pour lancer la radio. À une semaine du lancement de la radio, on vient encore sceller sa radio. Je ne sais pas ce qu'il avait encore fait à Paul Biya, ou il avait encore écrit quoi, je ne comprends pas. On a scellé la radio. Ouais, à mon tour. C'est-à-dire qu'on a failli mourir. À chaque fois qu'on voulait se réaliser, parce qu'on avait une soif, voilà l'opportunité d'aller travailler. On devait commencer lundi, on a fermé la radio vendredi. Jusqu'aujourd'hui, la radio n'a jamais ouvert. La radio de Ndjaoué. D'accord? Si ses enfants sont là, ils peuvent témoigner. J'ai de très bons rapports avec son garçon, l'aîné, et puis la fille aussi, Ndjaoué qui est à Paris, je pense. Voilà. Donc, c'est comme ça que quand je me bats sur Equinox. Alors, sur Equinox, il y a un concours que Radio-Canada lance. Je gagne ce concours. Mais je n'ai pas envie d'aller au Canada parce qu'il fait très froid. Et puis après, je viens à Paris, sur France Inter, sur RFI. Et puis je vais en Allemagne à la ZDF dans le cadre de mes études, de mes recherches. À Berlin, Radio Multiculti. Donc, grosso modo, c'est pour dire quoi la jeunesse? C'est pour dire que la vie, personne ne sait ce que c'est que le destin en réalité. Personne ne sait ce que c'est que le destin. Le destin nous amène toujours vers là où on ne peut pas imaginer. On n'est pas totalement maître de notre vie. Les rencontres qu'on fait, les amours, les emmerdes, les déceptions, les réussites, l'académique, les bonnes rencontres. Il faut être chanceux pour être vivant déjà. Il faut être très chanceux. Alors, moi, je suis chanceux. C'est pour ça que je vous disais, chers jeunes frères, ou chères jeunes sœurs, ou chers frères, le Cameroun qui nous attend là demain. Parce que pour moi, je considère que c'est notre temps. Yaswaponda. C'est le temps de cette génération. Vous savez, on fait des reproches à Paul Biya de ne pas laisser le pouvoir. Mais regardez bien comment ceux qui sont en bas de Paul Biya se comportent. Même dans les autres partis, personne ne veut laisser le pouvoir. Donc, c'est nous finalement les victimes. Nous, cette génération encore plus basse. Ils nous ont fermé tout. Et quand vous en prenez aux gens comme moi, c'est que vous refusez de voir la vraie faille de ce système. Moi, je suis respectueux des institutions. Politiquement, à Idjo, c'était infernal pour qu'il stabilise le Cameroun. Le pays, la création, moi, je ne ferai pas de procès à Idjo parce que je sais qu'il n'avait pas les coudées franches. On lui a dit de dératiser, donc d'effacer l'UPC. Est-ce qu'on va rester comptable et coupable ou justicier des crimes alors qu'on peut aussi faire un pardon généralisé et avancer? Et Paul Biya arrive donc au pouvoir. J'ai d'abord vu une photo, vous avez vu, il y a une photo de Paul Biya avec Kontchou Komeni. Moi, je ne suis pas là pour défendre, mais je dis, Paul Biya fait ce qu'il pouvait. Mais non, c'est à nous, cette génération, d'envisager de prendre les rênes de notre pays par tous les moyens possibles, à condition qu'ils soient légaux. Et c'est là où il y a un schisme
Parce qu'il y a certains qui veulent que le Cameroun soit à feu et à sang. Je ne sais pas si c'est une pathologie, mais cet amour du sang, là, ça sort d'où même? Les gens qui crient la guerre, on va tout casser, on va faire... Vous croyez que vous êtes les seuls à vouloir le pouvoir au Cameroun? Nous sommes peut-être 10 millions de Camerounais en attente. Toute une génération. Les Camerounais savent que la période de la transition est déjà là. La transition ne tombe pas du ciel, c'est un processus. Et c'est là où il faut être très responsable. Parce que l'histoire nous regarde. L'histoire nous jugera. Moi, à titre personnel, je ne suis pas comptable. Hein. Vous connaissez mes positions, ça me vaut ce que ça me vaut, j'assume. Je reste sur un fait. Mon père m'a interdit d'être un artisan du chaos, un artisan des guerres civiles, un artisan de l'extrémisme ou de la violence. Sinon, personne n'a le monopole de la violence. Nous, on connaît ce que c'est que la violence. Il y a les universités de la violence en pays bassards en général. Les bassards ne sont pas riches, ils sont rien, les bassards, Batimpo, les bassards, Bakoko, tout ça, on n'est rien, mais c'est là qu'il y a l'université de la violence. Le seul truc que l'homme bassard, Batimpo peut exporter, c'est la violence. Et si ça tombe sur ce point-là, c'est un point de non-retour. C'est pour ça que ceux qui maîtrisent vraiment les composites du pays ne peuvent pas parler de violence. Regardons plutôt vers une transition qui va nous amener vers... Voilà. Mais tout ce qui se passe actuellement est bien. À condition qu'on franchisse pas cette ligne rouge. Les revendications, les desiderata, les ambitions, les ceci. Les gens veulent le pouvoir. Tout le monde veut le pouvoir. Et c'est là où j'avais dit que le pouvoir est quand même mystique. Tout le monde veut le pouvoir. Voilà Biya qui est là. Pour nous, nous sommes déjà en pleine transition politique. Regardons vers ce côté. Est-ce qu'un pays comme le Cameroun, qui a fait la guerre, qui a été bombardé au napalm, qui lutte depuis, doit finir comme un pays en lambeaux? Non. Je pense qu'on est plus intelligent. Nos luttes, ne nous voyez pas calmes. Comme disait quelqu'un chez nous, ne me vois pas incliné, tu crois que je suis tombé. C'est juste une position, mon cher ami. Ah non, j'ai pris position, mais incliné. Mais attention, le Cameroun qui nous attendons demain, c'est ce qui m'intéresse. C'est le Cameroun qui va passer par l'esprit. Il faut qu'on s'augmente. C'est un livre magnifique que j'ai écrit en, je pense, 2017. Il faut s'augmenter d'abord. C'est quoi le Cameroun? Qu'est-ce qu'on veut pour le Cameroun? Est-ce qu'on veut être un appendice colonial? Parce que le problème du Cameroun est colonial. Oui, dès que je montre un livre, les vues baissent parce que les gens disent « Oh non, laisse-nous ça. » Le noir veut même aller ouf s'il ne peut pas comprendre la sagesse que les gens ont codée. La technologie que vous dites là, même si vous dites qu'elle était africaine en Égypte, on ne l'a pas. Il faut aller la chercher. C'est la technologie qui va nous libérer de tout ce que vous citez là aujourd'hui. S'il n'y a pas de route, c'est parce qu'aucun Camerounais ne sait faire les routes. On a l'expertise avérée, avec des matériaux avérés, avec notre architecture, notre matériel, nos chars, nos tractopelles. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qui n'a pas connu un grand succès. Industrialisez-vous et taisez-vous. Enfin, un grand succès au Cameroun, parce que les gens qui comprennent. Je vais aller au Burkina Faso, j'ai une conférence là-bas, je suis invité à la présidence. Industrialisez-vous et taisez-vous. Vous n'aimez pas quand on vous dit, vous voulez qu'on vous dise tout ce qu'on fait. Et quand on vous dit, vous appelez pour aller saboter. Genre, je suis invité au Burkina Faso
parce que le président de là-bas est très marqué par la nouvelle génération d'Africains qui pensent qu'on peut révolutionner l'Afrique et libérer l'Afrique si on s'est transformé, si on s'est fabriqué. Parce que nous sommes quand même un peu curieux, pour ne pas dire très peu honnêtes, hein, chers Africains. Vous ne savez rien faire, mais c'est vous qui voulez tout. Lionel Bisrel Ndongue, bonsoir mon petit, bonsoir. Bonsoir mon petit frère. Vous savez, ce que j'ai aussi remarqué dans la vie, c'est que quel que soit le bien que tu fais aux gens, quand ils veulent que tu... le simple fait de dire non, que tu n'es pas d'accord avec leurs idées, ils vont te sabouer, ils veulent te tuer. J'ai jamais vu ça. Et il faudra bien un jour que mon grand frère, Kamto, grand, m'explique les rapports qu'il peut avoir avec un défroqué drogué là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas comprendre. Parce que moi, dans leur partie là, j'ai connu, je connais. Mes amis, ils sont aussi. Ils peuvent pas, on ne peut pas s'insulter parce qu'on est civilisé. Donc, tu peux m'écrire. Un mec comme le bon Dachua, c'est un gros cerveau. Il respecte aussi un autre cerveau. On se respecte. Je respecte évidemment Kamto Maurice parce que c'est... Voilà. C'est énorme. Il peut avoir des failles politiques et je ne peux pas le suivre. Mais le respect. Et c'est ces notions-là qui sont perdues aujourd'hui où tout le monde, on insulte. Non. Il faut respecter les gens. Surtout respecter ceux qui ont l'expertise et ceux qui connaissent ces choses. Quand je rentre donc au Cameroun, c'est nous, par mon instigation, je crée donc l'émission politique, la première qui va donner la parole, qui va accoucher de tous les talents que vous voyez là aujourd'hui. À quel moment vous voulez me tuer un peu? On peut ne pas fonctionner là aujourd'hui, mais on peut fonctionner demain. On peut fonctionner, Mais il faut qu'on ait des couloirs, que chacun ait la possibilité de créer, de grandir, d'exposer ses idées. Le pays donc que Paul Biya nous laisse demain, c'est un pays où tous les frères doivent se parler, parce qu'il faudra redéfinir ce qu'on appelle le projet national. J'ai fouillé tous les écrits, je ne vois pas où il y a le projet national, je ne vois pas les Camerounais. On n'a pas encore défini, on ne sait pas encore ce qu'on veut. C'est pour ça qu'au nord-ouest, ici se plaignent, voilà, le nord qui a commencé. C'est pour ça que j'avais dit, attention, regardons bien cette histoire du nord là. Même les gens qui sont avec le président n'étaient peut-être pas contents de moi. Parce que je leur ai dit, attention, la crise, faisons attention. Il y a déjà une crise au nozo, n'en rajoutons pas. Et ça commence toujours comme ça, ils testent les villes mortes, ils testent des petites choses, ils testent, mais ça peut être tragique pour le Cameroun. Donc, je sais que le gouvernement, il faut que ces gens travaillent bien à apaiser un peu, aller dans ce sens-là. Soyons plus patriotes que ça. Voilà. Soyons vraiment patriotes. Je sais que tout le monde a le liote, mais soyons patriotes. D'accord? Alors, donc, la situation au Cameroun est un peu tendue. C'est normal. Les fins de règne ne se font pas avec des bisous. Il peut y avoir des règlements de compte, il y aura de la tension, il y aura des déchirements, mais nous devons rester Camerounais. Parce que nous, on a peut-être le choix. Nous, on a le choix. Moi j'ai le choix. Moi, j'ai le choix d'aller même au pôle Nord. Mais je veux faire... J'ai aussi des gens que je nourris au pays. Il
Il faut donner de l'emploi. Il faut qu'on crée. Tous nos ingénieurs, tous les Camerounais de l'Est à l'Ouest, la première mesure quand on sera là, c'est de rappeler tous les Camerounais. Qu'ils soient de Mbudao, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient de Tchao, de Mundao. C'est une chance unique d'avoir été créé par ces Allemands-là. Même contre leur gré. Même contre leur gré, nous devons prendre l'héritage Cameroun au sérieux. Et il ne faut pas s'accuser, entre autres, indéfiniment. Chacun a sa part de responsabilité. Je porte les miennes. Vous croyez que quand on m'insulte là, ce n'est pas un fardeau que je porte? Ça ne me dit rien. Moi, j'ai la peau de Macabo. C'est pour ça que je ne réponds pas. Peut-être mes avocats, comme je dis, peuvent gérer 2 ou 3 larbins qui veulent pousser un peu le bouchon. On n'est pas camarades. Voilà. Mais si quelqu'un exprime sa colère parce qu'il veut, bon, hein, c'est la liberté. Mais il ne faut pas la diffamation, l'injure. Alors là, c'est les avocats tout de suite. On va faire tout ça ici maintenant. Et je ne veux pas entendre les pleurs, ne me raisonnez pas. Parce qu'on va arrêter un drogué là ces jours-ci. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il est temps qu'on réfléchisse sur ce qui nous attend. Il est temps qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on va faire. En réalité, personne n'a jamais réfléchi à ce qu'on va faire dans les 50 prochaines années. Les batailles du Cameroun, je peux le comprendre, c'était la conservation du pouvoir, c'était la sécurité, c'était... Maintenant, c'est un processus normal dans le déroulé d'un pays. Maintenant, c'est comme la fusée. On était là-bas en bas, on est sorti de l'eau, il y a une première soupape qui nous amène là. Maintenant, Biya nous a amené là. Il va se détacher là, il descend parce que la fusée doit prendre son envol. Mais c'est vous. Moi, j'ai besoin de vous. Je suis en train d'ailleurs d'initier un mouvement vaste qui va aller chercher les têtes. Puisque je suis pour le renouvellement de la classe politique. Je suis pour le renouvellement de la classe politique. Nous allons travailler, nous travaillons déjà pour écouter de nouvelles voix. Les Anglais disent cette chose magnifique. We have to amplify voices and multiply faces. Mon anglais n'est pas bon. Hein? Je vous traduis. Non, vous tous vous avez compris. Multiply faces and amplify voices. On doit écouter d'autres sons de cloche. Je veux que la technologie revienne au cœur des débats. Je veux que la justice sociale, je veux que l'agriculture, je veux qu'on étudie l'intelligence artificielle, qu'on la domestique, qu'on fabrique des panneaux solaires. On ne peut plus parler de coupure en 2025. Je veux qu'on ait des vélos Solex électriques. Je veux qu'on ait des motos électriques avec des batteries. Je veux qu'on crée des pôles technologiques dans toutes les grandes villes. Qu'on me supprime un peu tous ces faux trucs-là, les sceptiques. On dit pôle technologique, développement technologique. Au Cameroun, donc, si tu n'as pas la chance, tu peux mourir sans avoir jamais eu l'occasion de donner tes talents. On nous a donné les talents, on est en train de les enterrer. C'est ça ma déception. C'est pour ça que quelqu'un tout à l'heure a dit que je suis fini. Mais oui, je suis fini. Moi, j'ai enseigné des gens qui sont ministres dans leurs pays respectifs. Au Gabon, je ne vais pas donner les noms. D'accord? Ils sont en Côte d'Ivoire, de très grands dirigeants. Je ne donnerai pas des noms. Ils se connaissent. Alors, si moi, je n'arrive pas à donner un dixième de mon génie
un dixième. Parce que nous tous, on a les mêmes frustrations. Mais je vous conseille de ne pas porter ce stress oxydatif. Mon Gabriel, je t'aime bien. I love you, guy. Je ne sais pas, je ne vois que tes questions. Est-ce que les autres n'avaient pas de questions? Maintenant, je réponds à 2 ou 3 questions et puis bon, on vous laisse un peu partir. Je suis invité à un charmant dîner. Vraiment, ne m'empêchez pas d'aller vivre aussi un peu, nous les finis. Hein? Il est quelle heure? 18h. Bon, c'est bon. Non, écoutez. Le débat même l'autre jour qui a fait couler beaucoup d'encre. Vraiment, quand les gens... C'est pour ça que j'ai écrit, il faut qu'on apprenne à la jeunesse camerounaise ou africaine ce qu'on appelle la dialectique. Dialectique, ça veut dire le dialogue. Dialoguer avec. Mais un dialogue intelligent. Les mots imbéciles et tout, c'est la bêtise. Quand vous voyez quelqu'un qui a plus de 50 ans et qui insulte les gens, c'est qu'il doit aller lui-même être interné en psychiatrie. C'est pas possible, tu as des enfants. Moi, mes enfants sont là, imaginez, matin au soir, tu insultes les gens, tu craches, tu te drogues devant tes enfants, et puis c'est ça qui donne des leçons aux gens, mais c'est, non, il faut un peu de sérieux, les gars. Ouais. Les machines comme ça, là, ils viennent parler au guide, ils parlent à un roi. Bah, les lignes, sont, on va dire que, oh, les bassas, les timbres, les ceci, hein. Mais là, on va dans un domaine mystique. Hein. De jour comme la nuit, il ne faut pas s'attaquer aux gens. On ne sait jamais. Bon, maintenant, allons-y. Excellence. Que des mots, des actes, trop de littéraire. Non, ce que j'allais te dire, c'est qu'un pays comme le Cameroun a besoin de la pensée. La pensée va avec l'action. Les Blancs étaient là, ils nous ont divisés. On a dit que ceux qui étudient la psychologie, l'éthologie, l'étiologie, les ceci sont supérieurs à ceux qui trempent la main dans la gadoue, qui plantent le maïs, le manioc, ou qui vissent un boulon. C'est là où les problèmes de la colonisation n'ont pas été réglés. En Allemagne, tout ce cursus-là va comme ça. En Suisse, vous allez tous comme ça. Ça ne veut rien dire être littéraire. Les plus grands scientifiques sont des littéraires. Moi qui vous parle, je suis un fou de la technologie. C'est pour ça que j'ai monté une usine de transformation d'huile de palme. Dans mon village, pour ceux qui sont intéressés par ce qu'il fait, il a quoi, non, c'est pas important, les avoirs. Oui, les gens parlent encore des avoirs, comme si on est des enfants. On a quand même des familles qu'on nourrit au Cameroun. Une centaine de familles qu'on nourrit tous les mois. C'est pas facile, on fait faillite, on n'est pas financé, on est torturé, on est méprisé, mais c'est notre devoir. On sort de TikTok, de Facebook pour être des acteurs de la vie politique et économique. À notre petit niveau. Parfois, il me manque effectivement 100 francs parce que j'ai 30 loyers de salaire à payer. Un entrepreneur n'est pas riche. Si tu veux être riche, vraiment, Joe Jambo, tu vas rester à Dubaï et puis tu commences à boire tes trucs. Et moi, encore que quand tu as Kribi, tu ne peux pas être impressionné par Dubaï. Quand tu as Limbé, tu ne peux pas être impressionné par Dubaï, où il n'y a que le sable, les trucs artificiels. Quand tu as Bouddha, le centre climatique à Balachi, à Chang, les chevaux, quand tu as le nord, tu ne peux pas être, tu dis je vais à Dubaï. Donc ce complexe-là, on doit déjà le tuer nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai besoin d'une nouvelle génération de Camerounais. Je présenterai une forme de vision politique. Si vous ne l'acceptez pas parce qu'elle est trop en avance, je m'effacerai. Je ferai mon chant ou mes chants.
Mais si vous acceptez d'évoluer, parce que le problème aussi, c'est que vous demandez des choses alors que vous-même, la majorité, le peuple est encore vraiment, pour ne pas dire aliéné, mais en retard. Le peuple camerounais n'est pas un peuple, même s'il y a les diplômes accumulés, on n'est pas un peuple de la sapience. Ça ne brille pas, il n'y a pas de l'amour là-dedans. Vous ne pouvez pas être un génie sans amour. C'est parce qu'on aime les gens concrets. Quand on n'aime pas les gens, on est commerçant. Quand on n'aime pas les gens, on veut leur faire les poches. On court vite en Chine, on achète les babouches à 1000 francs, on vient vendre à 10 000. On achète les chaussures, on vient revendre pour s'enrichir, nous. Mais un industriel, comme nous prétendons être, on mise parfois tout notre argent, toutes nos économies pour qu'une machine fabrique le savon. Parce que le savon va aider la grand-mère à se laver, l'hygiène. Le savon va aider la jeune fille à faire sa toilette. Le savon va aider à l'hôpital à laver les abcessos, les plaies. Mais il y a les Camerounais qui n'ont pas compris l'intérêt de l'industrie. Je répète, voilà, j'ai écrit, c'est 200 pages de... C'est-à-dire la production littéraire, mais qui va dans le concret. C'est-à-dire, on vous décrit comment un pays devient industriel et industrieux. Il devient de plus en plus difficile de mettre en place des mécanismes d'automation dans notre société. Rien ne marche au Cameroun. Parce qu'il faut qu'un moteur à l'hôpital, l'IRM est gâté, il faut qu'on aille chercher ça en France. Il faut que le pneu le truc est cassé, on va chercher ça. Oh, tout est bloqué dans la société parce qu'il y a l'imprimante qui est gâtée, il faut que la pièce vienne de Los Angeles, ou de Chine, ou de Malaisie. Imaginez le jour où le Cameroun commence à se dire, on a toutes ces usines-là chez nous. C'est une vision économique. Les pôles industriels. Vous n'avez pas de vision. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Mais nous tous on dit qu'il n'y a pas la route. Si on savait faire l'autoroute, transformer le goudron, vous savez ce qui m'a marqué? À Saint-Légilus, vous voyez pourquoi c'est difficile de débattre avec tout le monde. Il dit, pour s'industrialiser, il faut penser aux sources d'énergie. Ce n'est pas faux. Mais c'est ça qu'on appelle l'industrie. Donc vous croyez qu'il y a l'industrie ici et la source d'énergie là-bas? Cheikh Anta Diop a écrit un livre en 1956, Les fondements de l'industrie, où il nous démontre qu'il y a plus de 50 sources d'énergie. Aujourd'hui encore, c'est grave. Est-ce que vous savez que la maman-électricité, vous êtes à Kribi là-bas, la vague, la marée haute, marée basse, ce différentiel-là, on capte l'énergie, ça donne la lumière. Vous êtes à Mora, tout ce désert-là, ce Sahel-là, vous mettez 100 hectares de plaques solaires, tout le nord est couvert. C'est les Blancs qui ont fait le barrage de Somloulou. Depuis là, on est accroché dessus. Et vous avez vu, il y a Memvele, il y a Nachtigal, il y a Kikod, il y a des choses qu'on essaie, l'homme Pangar. Mais c'est lourd. Moi, je n'aurais même pas, à titre personnel, investi encore dans des barrages. C'est des technologies trop lourdes et peut-être dépassées. Et une menace même pour l'environnement. Aujourd'hui, vous avez les plaques solaires. Vous avez l'éolienne. Vous connaissez le vent qui souffle en mer. Le Cameroun, on va dire, à 1000 km de côte, non? Donc 600, la mer. Et le reste là, les fleuves et tout. L'hydroélectricité, il y a l'hydromotricité, il y a la désalaison, comment on appelle ça? Je ne suis pas un expert. C'est-à-dire, on prend l'eau de la mer, on mélange avec le fleuve, l'eau du fleuve, l'eau douce, et puis on tire le sel là, l'électrolyse. C'est ça? Hydrolyse?
électrolyse, c'est l'électricité. Hein? Il y a même, on électrifie même les forêts aujourd'hui, donc les arbres là, avec la chlorophylle, la chlorosynthèse. Donc toutes les forêts du Cameroun, la nuit, paf, comme les lucioles, c'est de la lumière. Mais qui va réfléchir? C'est pour ça qu'il faut la révolution camerounaise, que je lance donc dès aujourd'hui, pour que le Cameroun renaisse, reparte d'un bon pied, mais sans casser ce qu'il y a déjà là. Tout ce qu'on a là comme héritage, c'est énorme. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme. C'est notre souffrance, c'est notre cacao, c'est notre bois, que ça a été bien géré ou pas. Mais c'est nous qui avons souffert. Gardez ce pays intact. Gardez-le intact, mon Seigneur, Seigneur. Et maintenant, on commence à former les jeunes. Vous croyez que quand on forme les jeunes chinois, là, on dit, toi, tu es littéraire, toi, tu répares les calculatrices? Non, c'est un programme commun de transformation de la Chine. Donc, il faut qu'on imagine un tronc commun de développement du Cameroun. Bon, écoutez, les amis, il est 19 h. Je pense que j'ai fait ma part pour aujourd'hui. Moi, je ne demande pas ne soyez pas mes amis, hein. Ne m'aimez pas. Hein. Moi, je ne veux pas l'amitié à vous. On n'a pas grandi ensemble. On ne se connaît pas. Mais ne me tuez pas. Ne me détestez pas pour rien. Ne me salissez non plus pour rien. Parce qu'un pays a besoin des icônes. Je vous ai donné juste un tiers de mon parcours. Parce qu'on n'a pas trop le temps. La prochaine fois, je vais vous raconter dans mes autres rencontres avec l'establishment. Comment j'entre véritablement en politique et comment je deviens l'homme que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, c'est mon grand frère Ekane Anissé qui m'avait dit, il m'appelait beau gosse. Lui-même, c'était un beau gosse. Les enfileurs de pantalons à la clé, là. Il me disait, tu sais, parce que je ne peux même pas dire ce que j'ai vu avec Ekane. On finissait parfois l'émission. C'est terrible. D'ailleurs, il y a 10 ans de cela, on a fini l'émission que je produisais. Et à la fin de l'émission, Ekane Anissé me dit, accompagne-moi quelque part. On arrive à Bonapriso. Il avait Tirouma. Tirouma est vivant, il sait que c'est vrai. Et Tirouma était dans le gouvernement. Et Kane était très violent durant cette émission, mais à la fin, on est allé avec Tirouma. Il est allé voir Tirouma. C'est dans ma voiture. Et Kane n'aimait pas trop conduire. Hein? Je n'ai pas dit qu'il ne conduisait pas, mais il n'aimait pas trop. Donc, vous voyez, et 10 ans après, il meurt pour une cause. Donc, avec le président Ekane, ce grand frère, j'ai vu comment en politique, les angles, rien n'est définitif, rien n'est carré, rien n'est... Hein? Et je vous rappelle aussi que c'est Tirouma qui nous menaçait. Tirouma m'a menacé que non, toi tu crois que tu es trop libre, je vais t'arrêter, je vais te faire arrêter. Tu ne peux pas parler du président comme ça, tu viens avec tes costumes de France, vous croyez qu'ici c'est Tirouma. Aujourd'hui, c'est lui qui dit qu'on veut l'arrêter, alors que c'est lui qui disait qu'il va m'arrêter. Parce que je suis trop violent. J'insulte Dieu bien. Qu'il traite aujourd'hui comme il traite. Vous comprenez donc que pour vous les jeunes là, c'est juste pour vous dire que quand vous n'avez pas la culture politique, vous ne pouvez pas tout comprendre. Nous, on est nés là-dedans. On est nés là-dedans. Quand je commence à peaufiner, et là on va faire un live prochainement, quand je lance l'idée de ma candidature à l'élection présidentielle, nous sommes en 2015 déjà, qui commence à m'appeler à la maison? Qui m'amène derrière chez lui à la Guinness là-bas à Douala pour manger le bon tarot? Même au bureau,
C'est mon grand frère. Il s'appelle Zonga. Hein. Et il me met souvent, quand je veux venir en France, il me dit, Bisson, tu déranges trop, va aussi te reposer, va voir tes enfants. Je lui demandais jamais rien. Il s'appelle Zonga. Et qui m'appelle encore? Bon, si je dis, bon, voilà, la suite après. Donc c'est pour vous dire, chers jeunes, la politique dans notre pays n'est pas une histoire séparée. C'est un destin commun des gens qui sont venus de la forêt, qui ont rêvé de liberté, mais qui ont été happés dans le tronc de la colonisation. On a payé tous et toutes différemment des souffrances. Nous sommes des victimes et c'est ce pays qui doit se détacher de toutes ces forces obscures pour retrouver son grand destin. Allez, je vous aime, dis donc. Je vous aime. Ah.